tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 janvier. Le 8 janvier, c'est la Sainte Peggy. Bon, personne n'y pense, hein. On ne pense tous qu'à la Saint-Lucien le 8 janvier. Mais pourquoi on devrait plus penser au Lucien qu'au Peggy? Bonne question. Pensez pour tous ces prénoms comme le mien, qui sont toujours des prénoms oubliés. Voilà, en tout cas, j'espère que vous, ça va. Je voulais vous tourner une petite vidéo. Alors, j'ai essayé de faire un tri dans mes post-it pour essayer d'avancer dans mes post-it qui ne collent plus. Tellement ça fait longtemps qu'ils sont collés. Et je me suis dit que ça serait quand même important de vous parler de tout ça. En ce moment, nous sommes dans le portail de l'excès et le manque de confiance. Donc vous devez essayer de voir dans quel camp vous êtes. Et parfois, vous êtes un peu dans une phase de transition. Et comme vous êtes en phase de restabiliser un peu vos énergies, vous êtes un peu hybride, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un peu sur certains sujets en manque de confiance et sur d'autres sujets en excès de confiance. Et parfois, vous allez faire une amnésie, c'est la phrase du jour. Je pense que nous fabriquons constamment de l'amnésie. Vous allez avoir tendance, pour vous auto-analyser, à ne prendre que ce qui vous intéresse. Je vous avais expliqué que il est beaucoup plus dur d'avouer d'avoir un excès de confiance pour l'être humain de façon sociale que de dire qu'il manque de confiance. Ainsi, ce que j'observe en général, c'est que les gens qui sont en excès de confiance viennent vers moi en disant « moi, je manque de confiance », alors que ça n'est pas du tout le cas. Inévitablement, comme ils ont un excès de confiance, leur zone de confort, c'est de prendre beaucoup de place, de faire beaucoup de dalidite, de vouloir prendre toute la scène, de vouloir prendre toute la place. Et ça, c'est ce qui les intéresse. Ça les intéresse de continuer à faire ça, car ils ont un côté un petit peu narcissique. Ils ont besoin de recevoir des paillettes, d'être sous les projecteurs, d'être vus, d'être admirés, d'être aimés. Et en fait, ils peuvent passer par différentes clés pour obtenir cela. Ces différentes clés qu'ils peuvent obtenir pour avoir ça, pour certains, ça va être de montrer leur talent de façon exacerbée pour impressionner. Ensuite, ça va être, vous voyez, je dis exacerbé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est trop excessif, c'est trop, c'est pas dans la nuance de gris. Ensuite, ça peut être dans la blessure d'abandon, de rendre des services à foison pour être aimé. Certains vont utiliser la clé de la flatterie, faire beaucoup de compliments, en faire des tonnes. Ils sont un peu too much, vous voyez? Et ils font ça un peu avec tout le monde. C'est-à-dire que si vous regardez la cohérence de cette personne n'a pas cet élan du cœur à faire des compliments à une ou deux personnes. Non, c'est à la terre entière. J'en fais des tonnes. Je fais de la flatterie. Ma clé de manipulation pour être aimé et adulé, c'est de faire de la flatterie à foison. C'est ma clé de manipulation. Ainsi, comme je sais que les gens sont accros aux compliments, pas tout le monde, en effet, il y a des gens, au contraire, ils se disent « ça pue, c'est bizarre, ça, j'ai pas confiance », voilà. Parce qu'on sait que c'est une clé souvent utilisée par les pervers narcissiques. Ainsi, parmi ces personnes, voilà, en général, dans la majeure partie des cas, beaucoup de gens sont accros à la flatterie. Et donc, eux sont très manipulables par la flatterie. Les personnes toxiques aiment utiliser la clé de la flatterie pour
faire du love bombing en début de relation pour rendre accro sa proie. Parmi les flammes jumelles, certains sont comme ça, contraction. Et certains, pour être aimés, en font des tonnes au niveau flatterie, compliment à tout le monde. Et ça, vous les repérez facilement. C'est-à-dire que quand vous les observez dans leur façon d'être et de communiquer, cette personne va croiser 10 personnes et avec les 10 personnes, elle va faire son love bombing, love bombing, love bombing. Et elle est toujours dans l'excès de flatterie à foison. C'est là encore un excès de confiance. Même si la personne a l'air toute douce, voilà, c'est une méthode de brebis égarée. Le love bombing de la brebis égarée. C'est une méthode où, dans mon excès de confiance, je crois que les gens sont assez cons pour ne pas s'en rendre compte que je fais ça avec tout le monde et que je cherche à être aimée. Vous voyez l'idée ? Donc, la personne se met dans cette posture-là. Je suis supérieure à ces gens-là, je vais les manipuler, je vais marquer mon emprise parce que les gens sont stupides, ils adorent ça. Donc, je vais leur faire de l'excès de caresse et de l'excès de flatterie. Ma stratégie marche du feu de Dieu, car moi, dans mon excès de confiance, je me dis que personne ne va y voir du feu. Personne ne va y voir, vous voyez, personne ne va remarquer. Vous voyez l'idée ? C'est un excès de confiance. Malgré le masque, vous voyez ? C'est tout ça que vous devez un peu observer. Je ne sais même pas pourquoi nous en sommes venus là, parce que de base, j'étais partie, il me semble, d'un autre sujet. Dans cette amnésie, parfois vous allez aussi avoir des travers où vous allez raconter... D'accord, on m'envoie un souvenir dans ma tête très marquant là-dessus. Les gens qui ont un excès de confiance adorent gaslighter. Et ils font une amnésie sur certains détails et ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. C'est une forme de manipulation, de séduction. Le souvenir que les guides m'envoient dans ma tête pour me rappeler, c'est que je me rappelle d'une anecdote dans ma famille avec un homme qui était toxique, et cet homme toxique m'avait raconté une anecdote de vie en ayant oublié que j'étais présente ce jour-là. Et de ce fait-là, très naturellement et dans son excès de confiance, cette personne m'a relaté les faits en omettant beaucoup de détails, en rechangeant tous les faits. J'étais pas concernée dans cette anecdote. Je n'étais que spectatrice d'une altercation. D'accord ? Mais cette personne, en réalité, m'a retransformé l'histoire en se mettant en victime et en montrant que tout le monde, ce jour-là, était de son côté et que tout le monde avait bien vu et attesté que c'était lui la victime dans cette histoire. Et là, je me suis dit, cette personne est complètement folle. J'étais en état de sidération. J'étais comme ça. En effet, ça, c'est une forme de violence invisible. Les manipulateurs jouent beaucoup à ça. Et si vous êtes en état de sidération, vous allez rester planté et ne rien savoir répondre. Tellement vous dites, je suis scotché. Et cette personne peut encore plus facilement asseoir son pouvoir et son emprise sur vous si vous êtes sidéré que vous ne verbalisez rien. Ce jour-là, j'étais heureuse que ma sidération ne dure pas et je lui ai dit, mais tu ne me racontes pas les choses comme elles ont eu lieu, car ce que tu oublies, c'est que j'étais là ce jour-là et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça et personne
n'était de ton côté. Les gens t'ont dit ci, les gens t'ont dit ça pour attester que tu étais en tort. Et là, la personne prise à son propre piège de son mensonge, que sa manipulation ne prenait pas, là, en général, la personne se casse. C'est ce qui s'est passé. Ça a créé une rupture entre cette personne et moi. Il n'y a pas à regretter, car en effet, une personne qui ne veut garder contact avec vous que si elle arrive à vous manipuler et que vous n'avez pas le droit d'exprimer et de la contrarier ou la contredire quand elle vous raconte n'importe quoi, c'est que cette relation est mauvaise pour vous. Eh bien, cette personne, c'est ce qu'elle cherchait. Et là, essayez de chercher encore ces personnes qui ont un excès de confiance comme ça, qui vous prennent pour des cons, qui ont un excès de confiance en eux, qui ont un excès de confiance en leur stratégie, qui en usent et en abusent en prenant les autres pour des cons. Vous devez observer ça. Et malheureusement, ces gens-là, parmi ces gens-là, il y a certaines personnes parmi vous, oui, même parmi vous, il y a des personnes qui font ça. Forte contraction. Vous allez, là, devoir sortir votre pendule et demander individuellement, chacun derrière votre écran, à vos guides, est-ce que moi, je le fais? Et vous demandez à vos guides. Est-ce que moi, mes guides, est-ce que vous pouvez dire si moi, parfois, je le fais? Bon, vous voyez, moi j'ai un nom. Mais vous, est-ce que vous le faites? Essayez de vérifier. Inévitablement, il y a un risque que votre ego vous dise la réponse que vous avez envie d'entendre. Et si vous n'utilisez pas encore bien votre pendule, que vous posez encore des questions interdites, le pendule, ça demande un entraînement. Ça demande de se faire corriger. Les personnes qui sont en coaching avec moi se font corriger là-dessus. Les personnes qui sont en coaching avec moi, notez dans votre cahier votre réponse et à la prochaine consultation, demandez-moi de vérifier votre réponse en toute humilité. Si vous avez du mal, c'est que vous avez encore un problème d'ego, un problème d'authenticité et que même avec moi, vous n'arrivez pas encore à être vrai. Et dans ce cas-là, vous faites ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, ça montre qu'il y a un problème chez vous. Voilà, tant que vous en avez conscience. Voilà. D'accord? Voilà pour ça. Donc là, on a parlé de la flatterie. On voulait que je parle de la flatterie aujourd'hui. Du gaslighting aussi. Oui, du gaslighting. De toute façon, quand la personne est dans la manipulation, elle trahit les autres non seulement sur leurs valeurs, c'est qu'elle estime que les autres sont plus cons qu'elle. C'est ça que les guides voulaient expliquer, c'est qu'ils disaient, ben, explique-toi Peggy, quand manque de confiance, comment tu fonctionnes. Ben moi, dans mon manque de confiance, il ne me viendrait même pas à l'idée de jouer à ça, car inévitablement, je pars du principe que les gens vont le voir. Je ne peux pas commencer, je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir. J'ai l'impression que sur mon visage, on voit. Vous voyez, quand vous êtes enfant et que vous avez une petite cachotterie à faire à vos parents, j'ai toujours eu l'impression qu'on lisait sur mon visage comme sur un livre ouvert. Donc, depuis toute petite, j'ai comme ce côté où je suis un peu persuadée que si je mens, les gens vont le voir. Parce que les gens sont plus intelligents que moi. Vous voyez, c'est ma posture. Donc en fait, il ne me viendrait pas l'idée de le faire. Celui qui le fait, c'est parce qu'il estime que les autres sont assez cons. Vous voyez le rapport de domination, vous voyez? Soumission ou dominant. Rapport de force. En tout cas, il y a un rapport de pouvoir là-dedans. Voilà. C'est ce qui m'a permis, quelque part, d'avoir un chemin droit sur le rapport au mensonge, pour le coup.
Voilà. Est-ce que j'ai assez expliqué cette notion 1 dans cette vidéo? Oui, d'accord. Ensuite, nous allons parler un peu de faits divers qui ont lieu en ce moment d'un niveau sociétal. D'accord? Alors, en fait, hier, nous avons fêté, j'aime pas le mot fêter, commémoré les 10 ans suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Je vous avais fait une petite story où, inévitablement, moi, ça ravivait d'autres souvenirs. Il y a un peu un petit méli-mélo d'émotions dues à cette période. En effet, j'ai passé ma soirée il y a 2-3 jours à regarder un reportage génial sur TMC qui était extra sur les attentats de Charlie Hebdo. C'était très bien fait. Et je revivais un peu toutes ces émotions-là de l'époque où je me rappelle, j'étais à cette époque-là à l'hôpital pour ma puce qui avait un Kawasaki. Elle n'avait que 8 mois et j'ai failli perdre ma fille à cette époque-là d'un Kawasaki. C'était une période dure pour moi. Elle a été en soins intensifs avec des traitements hard et elle a fait un séjour à l'hôpital. Je suis restée avec elle nuit et jour à son chevet. Voilà. Ça a été un peu dur. Si vous ne savez pas ce qu'est un Kawasaki, c'est un virus qui peut créer AVC, rupture d'anévrisme, infarctus, etc. Elle avait déjà les lèvres toutes bleues, la langue bleue et elle avait déjà des œdèmes partout dans les veines et aucun médecin ne comprenait ce qu'elle avait car c'est pas facile à détecter, c'est pas quelque chose qui est fréquent que les médecins connaissent. Donc voilà, ça a été une période très difficile pour moi à l'époque. Ça a été un événement dans ma vie qui a été très dur. Et ça a eu lieu au moment où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. J'étais à l'hôpital et j'étais avec elle et je regardais la télé matin, toute la journée, la nuit. J'avais que ça comme présence avec moi dans cette chambre et je regardais, je suivais ça avec attention. Donc inévitablement, cela me rappelait cette époque, plus le méli-mélo des émotions que j'ai vécues concernant ma fille. Les guides ont voulu que je vous parle de ça parce qu'ils voulaient que je parle d'un sujet qui montre encore comment on est quand on n'est pas rigide. Puisque moi, je n'avais pas de blessure d'injustice à nettoyer dans cette vie. Et à l'époque, malgré le drame que je vivais avec ma fille, j'étais choquée de ces attentats. J'étais pas en mode rien à foutre, eux ils sont vieux, moi ma petite elle est malade, l'important c'est elle. J'avais pas ce côté haineux. Il y avait assez de place dans mon cœur pour être tourmentée pour ma fille et pour ces pauvres personnes. Je pensais cela normal, naturel. Et les guides m'ont dit, en fait, pas du tout. Parce qu'un rigide ne fonctionne pas ainsi. Un rigide n'arrive pas à être dans le « et ». Il est dans le « ou ». Il est extrémiste. Le rigide, dans une situation telle que celle que j'ai vécue il y a 10 ans, aurait réagi dans le « ou ». C'est-à-dire, rien à foutre, ça, de toute façon, voilà, l'injustice, elle est sur ma fille, et ça, j'en ai rien à foutre, ne m'en parlez pas. Il n'y a pas de « et », c'est le « ou ». Parce que je vis une injustice, donc je suis injuste et extrémiste avec d'autres personnes en souffrance. Vous voyez un peu l'idée? Vous, rigide, vous fonctionnez très régulièrement comme ça sur votre parcours FJ. C'est-à-dire que vous avez des convictions, des croyances politiques,
social sur plein de sujets où vous allez partir dans des extrémismes de combat en ne sachant plus être dans la nuance de gris et dans le « et ». Car le rigide, quand il veut combattre une injustice, il devient un peu extrême et lui-même dictateur et injuste avec une autre catégorie de personnes. Ça peut être dans le féminisme, ça peut être dans le véganisme, ça peut être dans les gens qui veulent continuer à manger de la viande et qui, eux, sont extrémistes envers les véganes. Vous voyez, ça peut être dans l'écologie, ça peut être dans n'importe quoi que vous ayez envie de combattre. Un pays en guerre, voilà. C'est que vous n'arrivez plus à être dans le « et », vous êtes dans le « ou ». Et vous avez à travailler sur cette notion-là. Cette notion est malsaine, ce schéma de pensée est malsain. Si on transpose ça sur un parcours FJ, le runner fait ça du début à la fin sur son parcours. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être en compassion envers son chasseur parce qu'il a déjà de la compassion ou un excès de compassion envers sa karmika ou envers sa mère, ces deux dictatrices et ces deux gourous au runner, ou même envers son propre enfant. Ah oui, il y a ça, ok. Il y a encore un autre sujet. Hein. Voilà. Ça fait un peu tous les sujets que j'ai évoqués. Et ça, c'est pas ok. Et cette façon de penser qui ne vous choque pas est typiquement un fonctionnement rigide. Vous ne savez pas être dans le « et », c'est « où ». C'est extrémiste. Le runner, de par ce principe-là, abîme sa chasseur du début à la fin de son parcours parce que il n'y a pas de « et » possible dans sa vie. Ça ne peut pas être « et ma chasseur et mes enfants », ça peut pas, vous voyez, ça ne peut pas être « et ma chasseur et ma mère ». Non, il n'est pas capable d'être dans le « et ». Il est extrémiste. C'est tout pour l'un et rien pour l'autre. Et il pense qu'il est juste. Pas du tout. Il pense qu'il est bon. Pas du tout. Vous allez devoir vous auto-observer et voir sur quoi vous fonctionnez de la sorte. Inévitablement, j'ai donné l'exemple du runner, mais le chaser en miroir peut faire ça avec lui aussi des personnes s'il est lui-même rigide. C'est-à-dire, certains chasers ont une dalidite exacerbée, contraction, ils veulent être le centre du monde et donc exigent d'être le centre du monde dans la vie de quelqu'un et cette personne n'a plus le droit d'avoir ses propres tracas. Là aussi, on est dans un côté très dans la blessure d'abandon, je veux prendre toute la place et être ton centre du monde. Le runner peut ne jamais comprendre sa chasseur là-dessus et supposer, c'est-à-dire que si le runner, on sait, tous les runners sont rigides, contraction. Eux, c'est automatique. Et dans les chasers, il y en a 90% qui sont rigides. Le chaser peut, à un moment du parcours, réclamer à son runner de lui donner un peu plus d'importance et d'arrêter de la mettre, elle, en dessous des priorités, parce qu'il priorise tout le monde et jamais elle. Mais le runner va tout comprendre à l'inverse, comme lui, c'est pas concevable et, comme lui, il n'y a que le ou qui existe, il va supposer, à tort, que sa chasseur exige d'être son centre du monde. Alors que dans la cohérence des actions, il n'analyse même pas les faits et qu'il y a 1001 preuves qui montrent qu'elle n'a jamais été dans cet extrémisme-là. Il ne fait que supposer que son dysfonctionnement à lui du ou, que sa chasseur est comme ça, et que sa chasseur, limite, lui demande de ne plus parler à ses enfants et de ne parler qu'à elle. Pas du tout. Elle demande juste d'arrêter d'être méprisée et d'être mise tout en bas. Elle lui demande d'intégrer un « et ». Mais lui, il comprend tout à l'inverse dans son mode rigide, il suppose à tort et à travers, et lui, il suppose très mal et suppose en mode extrémiste. C'est-à-dire que si la chasseur dit « j'aimerais bien
qu'on fasse un repas tout ensemble, le runner va comprendre, tu te rends pas compte, elle veut que je ne voie plus mes enfants et que mes enfants ne soient pas invités et que je ne mange qu'avec elle. C'est pas du tout ce qui a été verbalisé. Donner d'entrée, ce qui a été verbalisé, c'est un « et ». L'autre, il comprend tout à la ramasse, il a traduit un « ou », il a complètement changé. Il est complètement à la ramasse. Pareil, un runner qui est habitué à vivre avec des femmes qui veulent être que dans la dalidite et le centre du monde, Karmika Toxic Mama, peut supposer que son chaser est pareil. Pas du tout. Et donc se dire, je ne peux quand même pas, mon chaser veut ceci, mon chaser exige cela, pas du tout. Alors que s'il avait vraiment été à l'écoute de sa chaser et de la personnalité de sa chaser, il aurait vu que sa chaser ne cherche absolument pas à lui imposer quoi que ce soit, qu'elle le laissait libre. Bien sûr, tous les chasers ne sont pas ainsi, mais certains chasers sont ainsi. Et lui, il transpose sur elle l'effet d'autres personnes. Et tout ça, ce sont des violences invisibles. D'ailleurs, si vous lisez le livre de Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste qui a écrit le livre « Les violences invisibles » dont je vous parle sans arrêt en story, tout ça est expliqué. Eh bien, le runner est tout le temps dans la violence invisible comme ça. Et tout ça sont des mécanismes qui ne sont pas négociables sur une montagne. Ça, vous allez devoir nettoyer ces mécanismes-là, que vous soyez runner ou chaser. Car vous êtes observé et à chaque fois que vous fonctionnez de la sorte, ce n'est pas OK. C'est de la violence invisible. Et donc, inévitablement, en couple, vous allez vous abîmer si vous n'avez pas nettoyé ça avant. Il ne peut pas y avoir une réunion si tout ça n'est pas nettoyé. Vous allez abîmer l'autre par vos violences invisibles. Vous allez devoir nettoyer vos mémoires, la vidéo sur les mémoires. Vous allez devoir arrêter de faire payer à l'autre la mémoire des gens qui vous entourent. Vous allez devoir vous méfier de ça. Là, j'ai parlé du sujet et où, donc ça c'est bon. On va en revenir sur le runner et sa névrose, parfois envers ses enfants. Le runner qui est incapable d'être dans le « et ». Les guides m'ont demandé de raconter une anecdote que j'ai eue en coaching hier, où j'ai un runner qui a fait un rêve, et ce rêve était « J'ai vu mon chaser enfant dans le rêve subissant un inceste ». On sait, les rêves sont une boîte aux lettres. N'allez jamais regarder la définition des rêves sur Internet, c'est de la merde. Contraction. Vérifiez au pendule. Traduction des rêves sur Internet, c'est de la merde? Oui. Énorme oui. Je l'ai déjà dit, mais vous continuez à le faire. Plein de gens viennent en coaching et me disent qu'ils l'ont fait. À chaque fois, c'est de la merde. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo sur les synchronicités, les rêves, etc. Je remettrai la vidéo en dessous. Quoi qu'il en soit, le runner fait ce rêve. Il me dit, Peggy, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mon fils est en danger. Si je fais ce rêve où mon chaser subit un inceste, cela signifie au réveil que mon enfant est en danger. Vous pensez que ça dénote quoi, une telle analyse de rêve? C'est très symbolique. Les guides ont vu votre réflexion au réveil. C'est-à-dire que dans votre réflexion au réveil, il n'y a pas de place pour le chaser dans la vie du runner. Non. Parce que même quand le runner fait un rêve sur sa chaser, le chaser n'a aucune importance, il est transparent, ça veut dire que mon enfant à moi est en danger. Mon enfant est en danger. Voilà, vous avez un gros problème dans votre rapport et votre relation à vos propres enfants. Donc inévitablement, à mon avis, votre mode éducatif est dysfonctionnel.
C'est-à-dire que vous avez quand même, les guides vous envoient une information dans les rêves concernant votre chaser, et votre chaser, vous l'avez complètement squeezé, transparent, pas important. Vous ramenez ça à votre propre enfant, alors que votre enfant n'apparaît même pas dans le rêve. Votre enfant n'apparaît pas dans le rêve. Comment vous pouvez, d'un message qui dit que c'est votre chaser qui a subi un inceste, à ramener ça à votre enfant? Vous allez être complètement toxique dans votre relation. C'est-à-dire que là, on voit bien toute la symbolique. Votre chaser passe après tout. Il n'a aucune importance. Vous n'avez même pas eu une connexion au cœur vis-à-vis de votre chaser alors que c'est lui qui apparaît dans le rêve. Vous ramenez ça à votre enfant. Donc vous n'êtes pas dans le « et ». Il n'y a pas de chaser et enfant. Non, chaser, grosse merde, que mon enfant, l'enfant roi. Enfant roi, névrose. Mais si vous traitez votre enfant comme un enfant roi à ce point-là, que vous êtes à ce point névrosé sur votre enfant à ce point-là, votre mode éducatif doit être dans la violence invisible. Ça doit être complètement disproportionné. Et là, vous avez un gros problème. Et les guides voulaient montrer par ce biais la réalité de ce que je vois en coaching. Tout ce que vous ne voyez pas, qui n'est absolument pas OK. Et de cet exemple, le but, c'est que vous vous observiez, que vous constatiez si vous-même vous êtes là-dedans. Et là, on est encore dans un excès de confiance. Comment vous pouvez passer de ça à cette analyse? On est complètement à l'ouest comme la Bretagne. Complètement à l'ouest. L'analyse n'a rien à voir. Si dans votre rêve, c'est votre chaser, ça veut dire que ça concerne votre chaser. Si on avait voulu vous faire un rêve concernant votre enfant, on vous aurait mis soit votre enfant, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, un enfant dans le rêve. Et là, on aurait cherché, tiens, cet enfant que vous ne connaissez pas, il représente qui? Mais là, c'est pas votre enfant qui est dans le rêve, c'est votre chaser. Arrêtez de toujours considérer votre chaser comme de la merde. Vous avez un excès de confiance par rapport à votre chaser. Votre chaser, grosse merde. Vous, en haut. Scellé, c'est toxique. Et vos peurs, qui prennent toute la place, vos névroses, font que vous êtes méprisant envers votre chaser. Vous n'avez pas de connexion au cœur envers votre chaser. Scellé, c'est pas OK, ça, dans une relation. Il n'y a pas de place. Vous ne donnez pas de place à votre chaser dans la relation. Vous prenez trop de place. Vous prenez toute la place dans votre dalidite et vos crises d'histrionie, votre ingérence émotionnelle. Vous voyez? Alors ça, c'est quelqu'un qui est en coaching avec moi. Donc on peut analyser ça en coaching, mais quelqu'un qui s'auto-coach tout seul, c'est dramatique. C'est dramatique. On va se laisser avec encore un autre fait. Hier, Jean-Marie Le Pen est décédé. J'ai pas envie de faire de politique. Je ne veux pas faire de politique. Inévitablement, moi qui suis non extrémiste et dans une nuance de gris, inévitablement, vous pensez bien qu'en politique, je ne vais pas être extrémiste non plus. Soit je pense que nous fabriquons constamment de l'amnésie. C'est pas une légende, Jean-Marie Le Pen est quand même catégorisé dans les colonnes extrémistes. Contraction. Inévitablement, je ne fais pas d'amnésie. Ce n'est pas parce que monsieur décède que je vais moi rentrer dans me mettre à pleurer parce que Jean-Marie Le Pen est décédé. Non. Quand quelqu'un n'a pas été OK de son vivant, on a certains liens ou attachements à cette personne qui se brisent, et une fois que la personne est décédée, bah c'est pareil. Moi, j'ai connu des gens qui n'ont pas été OK avec moi. J'étais en froid avec eux de leur vivant. Le jour où ils sont décédés, ben mon cœur n'était pas spécialement affecté. Il y avait quelque chose qui était mort. Donc ça,
quand vous fabriquez de l'amnésie, dans certains extrémismes de religion, du moment où vous devenez soit malade ou que vous êtes décédé, d'un seul coup, vous devenez un dieu. Vous êtes sacralisé, on oublie tous vos méfaits. Et là, on se met à idolâtrer quelqu'un juste parce qu'il est décédé. Parce qu'il est décédé, il devient un dieu et on oublie ce qu'il a fait de son vivant. Ça, c'est extrémiste. Voilà, contraction. Est-ce que ça, c'est un comportement aligné, cohérent et juste? Pas du tout. Pas du tout. Et là, on commence à voir, sur les réseaux, des gens qui se mettent à idolâtrer lui ou n'importe qui d'autre du moment où la personne est décédée. Et là, je prends l'exemple de Jean-Marie Le Pen, mais dans votre vie, c'est peut-être votre grand-mère ou votre grand-père. C'est-à-dire, votre grand-père, il vous a violé quand vous étiez enfant, vous n'avez jamais pu le blairer, mais du moment où il est décédé, ça y est, ça devient un dieu dans la famille. Vous savez, cette forme d'hypocrisie, c'est extrêmement laid. Si vous n'avez pas travaillé votre hypocrisie, vous allez vous mettre à fonctionner de la sorte. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Donc, inévitablement, moi, cette forme d'hypocrisie, j'ai du mal. Donc, hier, quand plusieurs personnes m'ont dit « T'as vu, Jean-Marie Le Pen est décédé ?» Ah ouais, tiens, ah, bah il avait quel âge? Ah ok, bah il avait quoi? Voilà, c'est tout. Ça m'affecte pas, c'est pas quelqu'un qui faisait partie des gens envers qui j'avais une admiration. Non, ça fait pas partie du genre de conviction que j'ai. Donc en fait, inévitablement, je suis neutre. Je suis neutre, je m'en fous. Je m'en fous. Ça change rien pour moi. Il y a eu, hier soir, des apéros faits dans la rue pour fêter son décès. Est-ce que j'aurais été pour autant participer à ce genre d'apéro? Moi, non. 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 Parce que ce mec est insignifiant pour moi. Et j'aurais pas été jusque-là. Voilà. J'ai entendu des vidéos traîner sur les réseaux où on voit les gens faire la fête et dire « on a fait la fête parce que ce monsieur a fait ci ou ça et il n'aura plus d'impact sur la vie ». On sentait que le gars qui parlait était quand même un petit peu bourré et que son discours tenait pas la route. Son discours lui partait dans un autre extrémisme où il dit « il n'aura aujourd'hui plus d'impact ». Quand même, Jean-Marie Le Pen, ça fait quand même belle lurette qu'il n'a plus d'impact auprès de qui que ce soit. 96 ans, on ne le voit plus, il est dans sa maison, on ne le voit plus nulle part. Donc se dire on fait la fête parce qu'aujourd'hui il ne mettra plus en danger qui que ce soit, ça fait quand même déjà longtemps qu'il est comme éteint socialement, politiquement, il n'est plus là. Donc était-il nécessaire d'en venir à ce genre d'extrémisme? Ben, chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous, mais moi je l'aurais pas fait. Voilà. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu... c'était peut-être un peu trop quand même, vous voyez? Je l'aurais pas fait. Ce monsieur, on n'en entend plus parler, laissons-le là où il est, et basta, et voilà. C'est pas comme un pays où on est encore dans une monarchie avec un tsar, etc., qui est encore en train de faire la guerre partout, et c'est bien, ça y est, là, il vient de mourir, et ça libère le peuple. Vous voyez? Mais les gens, tout le monde part dans un extrémisme, dans ce côté, je suis justicier, je combats une idéologie, mais finalement, moi-même, je deviens extrémiste. Je ne suis d'aucun extrémisme. Et de par mes réactions à observer tout ça, les guides voient ma cohérence. C'est que dans aucune situation, j'arrive jamais à vibrer pour une façon ou l'autre qui est extrémiste. À chaque fois, ça vibre pas en moi. Je me retrouve pas là-dedans. Je suis toujours assez nuance de gris. Voilà. Ni hypocrite, mais ni... voilà. Est-ce que ça convient au guide? Oui. Maintenant, observez-vous de tous ces faits divers qui ont lieu, à vous observer comment vous êtes, pour voir un peu comment vous vous situez, faites connaissance avec vous par rapport à vos modes de fonctionnement, de pensée, d'idéologie. Là, en fin de vidéo, je voulais vous témoigner ce fait-là.
aucunement dans le cas de vous dire comment vous devez agir, voyez, je suis dans une démarche où je vous livre comment moi, en tant que Peggy, j'ai vibré. Et vous avez vu, à la fin, j'ai demandé simplement, est-ce que les guides sont d'accord que je sois comme ça? Voilà. Voilà. Maintenant, je ne vous demande pas d'être ma copie conforme. Voilà, les guides voient bien avec cette contraction que ce n'est pas ma démarche ni mon intention. C'est juste de vous montrer comment quelqu'un qui n'est pas rigide réagit dans plein de situations de faits divers du quotidien. Ainsi, ça peut vous donner un exemple et de voir, vous, comment vous réagissez et si vous fonctionnez de la sorte ou pas, et puis de faire connaissance avec vous. Voilà. Je pense que cette vidéo va s'arrêter là parce qu'elle fait déjà 40 minutes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Peut-être une anecdote pour finir la vidéo. Je voulais vous raconter une petite anecdote de runner que j'ai eue en coaching où le runner, je ne sais plus, j'avais dû faire une vidéo où j'avais dit dans cette vidéo que le runner ne s'excusait jamais. Le runner ne sait pas s'excuser. Et vous pouvez en attester, hein, les chasseurs, vous avez souvent vu un runner s'excuser? Voilà. Donc, j'avais parlé de ça dans une vidéo, et le runner en coaching me dit c'est vrai. Et pourtant, au fond de moi, j'ai toujours voulu m'excuser, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà, l'incohérence du runner. J'ai envie d'eux, mais je ne le fais pas. Pourtant, ça ferait du bien à mes relations, ça ferait du bien à la personne. Oui, mais je donne pas, je ne sais pas donner. Voilà. Donc, j'ai toujours voulu m'excuser, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà, bah, c'est peut-être le moment de changer, non? Phrase avec toujours ou jamais. Hein? Hop, hop, hop. Voilà. Et le runner me dit, donc j'ai demandé au pendule si je devais contacter mon chaser pour m'excuser. Le pendule lui a répondu oui. Et là, devinez ce qu'a fait le runner. La chute de l'histoire, vous savez ce qu'il a fait le runner? Bah, il était tout content, il m'a dit, bah, tu sais ce que j'ai fait, Peggy? Bah, j'ai envoyé un message à mon chaser. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as écrit? Coucou, tu vas bien? Et là, je me suis dit, oh putain. C'est ça. Bah, il s'est toujours pas excusé. Voilà. Le runner, il se dit, ah, je m'excuse jamais. Et qu'est-ce qu'il fait? Une excuse, c'est un message profond. Vous voyez, c'est un message qui vient du cœur, des tripes. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il pense excuse et il écrit coucou, tu vas bien? Voilà, message superficiel comme il demanderait au voisin, à la boulangère, coucou, tu vas bien? Voilà, message léger, superficiel, aucune profondeur. Ah ouais, ah bah c'est bien, d'accord. Et là, tu trouves que tu t'es excusé? Pas terrible, hein. Non. Les compréhensions, ça a du mal à descendre et il y a des modes de fonctionnement qui sont complètement incohérents, illogiques. Et vous n'avez pas d'éclair. Vous n'avez pas d'éclair. Et c'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui n'est pas en coaching et qui va écouter la vidéo et qui se dit ah bah c'est vrai, t'as vu, j'ai demandé au pendule donc j'ai fait. Non, là t'as pas fait, t'as pas présenté tes excuses, t'as demandé coucou, tu vas bien, message léger. Vous savez que le chaser peut trouver que c'est du foutage de gueule, hein. Il peut se dire mais c'est du gros foutage de gueule quoi. La personne elle revient la fleur entre les dents, comme si de rien, de façon fourbe. C'est quoi encore ce cinoche? Voilà. Certains chasers peuvent très mal le vivre. Je précise certains chasers. Inévitablement, ça dépend de votre parcours. Qu'est-ce qui s'est passé et dans quel état d'esprit est le chaser? Le chaser, il faut savoir que pendant un long moment sur sa montagne, il attend des excuses de son runner. C'est comme si le fait de recevoir ces excuses va lui redonner cette valeur, cette légitimité, cette importance de se dire je suis quand même pas qu'une merde. S'il s'excuse, ça prouvera que je suis pas qu'une merde.
Puis le chaser évolue sur sa montagne et de toute façon, il ne reçoit jamais ses excuses. Et il apprend à retrouver cette valeur sans avoir les excuses. Il va réussir à se redonner cette valeur, cette légitimité. Réussir à se redire « je ne suis pas une merde », même s'il ne s'est pas excusé. Moi, je sais que je ne suis pas qu'une merde. Et le chaser se détache de cette attente. Il n'attend même plus d'excuses. Il s'en fout. Il s'en fout. C'est-à-dire, moi, ma valeur, de toute façon, je l'ai retrouvée. Quoi qu'il fasse, de toute façon, on ne va pas le forcer à avoir envie de me donner. J'ai su réapprendre à me redonner ma valeur sans recevoir quoi que ce soit de sa part, sans recevoir de marque de respect, sans communiquer. Le chaser n'attend plus rien au bout d'un moment. C'est ce que le runner lui a appris. Le runner lui a appris tout au long du parcours à « n'attends rien de moi ». Apprends à te détacher de moi. Je ne te donnerai rien. N'attends surtout rien de moi. De toute façon, je ne veux pas te donner quoi que ce soit. Donc, inévitablement, le chaser en est à un moment où il n'a plus du tout d'attente. Donc, inévitablement, à un moment, le runner revient avec le chaser et puis il dit « Coucou, ça va bien ? Ouais, ça va, et toi ?» Ouais, bah, détaché, s'en fout. Il n'y a pas d'attente. Tant qu'il y a encore de la colère, c'est qu'il y a comment une attente. Moi, je dis toujours, c'est pire quand il n'y a plus de colère. C'est pire. C'est pire. Est-ce que je fais bien de dire ça? Oui. Donc, voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse analyser toutes ces situations. Bisous, bisous.